Maintenant, du coup, donc votre stratégie de diagnostic, ça a été de vous baser aussi sur la réponse au traitement. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser finalement la réponse d'un patient à un traitement comme une valeur prédictive négative? Alors, je pense que ça pas forcément. Bon, ça a renforcé l'argumentation, c'est-à-dire que quand vous aviez à la fois les arguments épidémiologiques, bon, ils les avaient tous, hein, les arguments épidémiologiques, contrairement à ce qui a été écrit par certains. Donc, parce que tout le monde va se balader en forêt, donc tout le monde a été potentiellement exposé. Donc, l'argument épidémiologique, ils l'avaient tous. L'argument clinique, bah, il y a des signes cliniques qui sont plus ou moins évocateurs de la maladie, donc ça dépend des malades. L'argument biologique, c'était la sérologie, et j'avais introduit un quatrième argument, qui est l'argument thérapeutique. Et rétrospectivement, je pense que j'aurais pas dû le faire. Parce que, soit vous avez la maladie de Lyme, et dans ces cas-là, on traite les malades, on sait très bien que ça guérit, il n'y a pas de problème. Soit vous n'avez pas la maladie de Lyme, et faire prendre à un patient un médicament dont on sait qu'il est probablement inutile, même si c'est pendant une durée très réduite, est probablement quelque chose qui renforce le malade dans la conviction qu'il peut avoir une maladie sensible à un antibiotique. Or, dans la gestion de ce qu'on appelle les troubles somatoformes, ça apparaît une mauvaise pratique. Mais à l'époque, j'avoue franchement que je ne savais pas. Et donc, quand j'ai fait l'étude, j'ai dit que c'était un argument supplémentaire du diagnostic. Mais rétrospectivement, on peut d'abord avoir traité des patients par la doxycycline et les avoir guéris alors qu'ils n'avaient pas une maladie de Lyme. D'abord parce qu'il y a des maladies qui guérissent spontanément. Plein de maladies guérissent spontanément. Hein. La mononucléose infectieuse, les primo-infections à cytomégalovirus, enfin, plein de maladies guérissent spontanément, premièrement. Deuxièmement, la doxycycline, c'est un très large spectre. Donc, ça peut être une bartonellose, par exemple, enfin, pour citer l'exemple d'une maladie sensible à la doxycycline, donc pas forcément la maladie de Lyme. Et puis, les authentiques maladies de Lyme, bon, bah, c'est normal de les traiter. Et les malades qui n'avaient pas de maladie de Lyme, chez les malades qui avaient des scléroses en plaques, par exemple, des choses comme ça, bah, il aurait été plus logique de leur dire d'emblée, écoutez, monsieur, je suis désolé, vous avez une sclérose en plaques, ou madame, ça ne sert à rien de vous donner des antibiotiques, alors que là, je ne leur ai pas dit d'emblée. Je leur ai dit, après les avoir revus, après l'échec du traitement antibiotique, je leur ai dit, bah non, vous n'avez pas les arguments cliniques, vous n'avez pas les arguments biologiques, vous n'avez pas l'argument thérapeutique, et malheureusement, j'ai bien peur pour vous que ça soit autre chose. Donc vous, votre recul, c'était, pour juger de l'efficacité de l'antibiotique, c'était 3 mois, c'est ce que j'ai lu. C'était 3 mois, absolument, après l'arrêt du traitement. Et à l'issue de ces 3 mois, les patients n'ont plus bénéficié de suivi, en fait. J'avais que 10% des malades qui avaient une maladie de Lyme. D'accord, donc ensuite, vous avez pris après ce qui vous concernait dans votre... Bah oui, je suis un spécialiste de maladies infectieuses, je ne vais pas m'amuser à prendre en charge des malades qui n'ont pas de maladie infectieuse, ça serait vraiment pas raisonnable, il faut connaître les limites de ses compétences. Donc, les malades neurologiques, allez en neurologie, les malades rhumatologiques, allez en rhumatologie, etc., etc. Est-ce que vous trouveriez ça intéressant de retrouver la trace de ces patients, de faire un suivi à plus long terme pour vérifier, en fait, voir l'évolution de ces traitements qui leur ont été proposés? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Le problème, si vous voulez, c'est une sclérose en plaques, on sait très bien comment ça évolue, une sclérose latérale amyotrophique, on sait très bien comment ça évolue, un syndrome de l'apnée du sommeil, on sait comment ça évolue. Voilà, après, oui, ça serait potentiellement intéressant de savoir si le fait qu'ils ont été appareillés pour leur syndrome de l'apnée du sommeil a supprimé leur fatigue, mais bon, sur un malade, je suis pas sûr qu'on puisse en tirer énormément d'enseignements. Hein. Or, on sait déjà sur des centaines ou des milliers de malades que c'est le traitement, quoi. Parce que oui, comme d'un côté... D'ailleurs, j'en ai revu, hein, après coup, parfois pour d'autres raisons, qui sont venus me voir pour un avis par rapport à d'autres maladies infectieuses, et en général, ils étaient bien pris en charge. D'accord. Maintenant, on va voir donc par rapport au traitement de la maladie de Lyme. Dans votre pratique, est-ce que vous avez observé une meilleure réponse au traitement lorsqu'il est d'autant plus qu'il est administré tôt? Non, j'ai pas l'impression que ça marche mieux tôt que tard, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu des malades qui n'ont pas été diagnostiqués tout de suite pour des arthrites de Lyme ou des neuro-Lyme et qui ont traîné pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, ce qui est un problème, hein, ce qui prouve que la maladie n'est pas reconnue comme il se faudrait.
Et puis ils guérissent, quoi, sans aucun problème, quoi. J'en ai même vu une encore hier qui avait une arthrite de Lyme qui traînait depuis 2 ans. En 8 jours, c'était terminé. Hein. D'accord.